C'est au nom du Lab Femmes de Cinéma que j'ai la chance et la joie d'animer cette rencontre ce soir. Le Lab, c'est un think tank qui travaille sur le sujet de la parité et de la mixité derrière la caméra. On s'intéresse aussi au sujet des représentations et évidemment à tous les grands sujets qui traversent le cinéma et la société tout entière. Donc, immense plaisir de discuter avec toi, Delphine, et avec toi, Guillaume, de ce film qui a l'avantage d'être réalisé par une femme et de traiter de sujets de représentation sur un sujet éminemment d'actualité, évidemment. Alors j'ai envie de commencer quand même par dire quelques mots sur ton parcours. Je trouve que c'est toujours intéressant de savoir qui est derrière un film avant d'aller directement sur les questions liées au film. J'aurai le privilège de poser des questions un petit moment et évidemment on a prévu un moment pour que vous puissiez également poser vos questions. Alors Delphine, tu grandis à Bruxelles et tu te formes à la réalisation à l'Institut supérieur des arts en Belgique. En 2014, ton court-métrage de fin d'études, Monstre, connaît un vif succès. Il est sélectionné dans plusieurs festivals et remporte de nombreux prix. Tu commences à travailler dans le secteur comme coach pour enfants et directrice de casting sur différents films. En parallèle, tu écris et tu réalises 2 autres courts-métrages, Caverne en 2017 et le très remarqué Une sœur, nommé notamment, excusez-le du peu, à l'Oscar du meilleur court-métrage de fiction en 2020. Ce court est d'ailleurs le point de départ de ton premier long-métrage que vous venez de découvrir ce soir. Donc, Quitter la nuit a été sélectionné dans de nombreux festivals. Bon, j'ai envie de préciser qu'il était notamment en compétition aux Arc Film Festival où il a reçu un très bel accueil du public. Et il a aussi remporté le prix du public dans une section parallèle de la dernière Mostra de Venise. Guillaume, pour dire quelques mots à ton sujet également. En quelques mots, donc, tu es acteur et réalisateur. On a pu te voir dans plus de 20 séries longs et courts-métrages. Citons notamment les films Noise de Jérémy Laval, Apprendre à t'aimer et Le souffle du dragon de Stéphanie Pilonka, ou encore Ténor de Claude Zidi Junior. Côté réalisation, la première saison de ta série Knock sortira courant 2024, tout bientôt. Je pense que tu nous en parleras aussi. Dans ce film, ainsi que dans le court-métrage de Delphine Girard, tu incarnes le personnage de Dari, rôle on ne peut plus complexe qui n'a pas dû être simple à incarner. On va évidemment y revenir. Quitter la nuit sort en salle. Alors prochainement, j'ai compris que ça avait été un petit peu repoussé en France, c'est en avril, c'est ça ? Le 10 avril. Donc encore une fois, très heureuse d'animer cette rencontre dans un contexte qui est quand même très singulier en France. Delphine, donc, ton film est inspiré d'une histoire vraie sur laquelle tu es tombée par hasard. Comment t'est venue l'envie d'en faire tout d'abord un court-métrage ? Donc c'est basé sur un appel téléphonique d'urgence américain sur lequel je suis tombée par hasard en effet en 2018. Et dans cet appel, on entendait en effet une femme faire semblant d'appeler sa sœur pour en fait joindre les secours. Et quand j'ai entendu cet appel, ça m'a frappée d'effroi forcément, mais aussi il y a quelque chose dans la relation entre les deux femmes, dans ce qui est dit, ce qui ne peut pas être dit, ce que l'une essaye de mettre comme mot pour l'autre qui me touchait. Et j'ai senti que cette histoire s'accrochait. Et j'ai essayé en fait d'enquêter pourquoi cette chose-là s'était accrochée en moi. Donc ça m'a donné envie de l'explorer avec le court-métrage. J'avais pas le projet d'en faire un long-métrage au moment où j'ai fait le court. Mais un peu de la même façon, après la sortie du cours, j'avais cette sensation que les personnages restaient avec moi et qu'il y avait une question en fait pour moi de passer le moment un peu spectaculaire de la violence. Qu'est-ce qui arrive à ces personnages-là dans l'après-coup en fait. Et donc mon exploration pour le long, c'était l'envie de suivre ces 3 personnages dans l'après-coup, dans leur vie quotidienne et leur questionnement, et aussi d'observer la proposition judiciaire en parallèle et voir si ça se rencontre ou pas. Ouais, c'est ça, ce qui se passe après, dans le temps plus long, en fait. Guillaume, même question pour toi. Alors, c'est du 2 en 1, hein, puisque Delphine, tu as répondu à la fois sur le court et sur le long. Comment est-ce que tu acceptes de prendre ce rôle pour le court et quelles questions tu te poses au moment de passer au long et qui est finalement le moment où on va aller essayer de comprendre ce qui se passe derrière chacun des personnages, finalement? Alors, je crois que déjà, il y a un long échange avec Delphine avant même de passer les essais,
où on parle un petit peu de ce qu'on mettrait dans un éventuel film ou un éventuel projet qui parlerait de ça. Et après, je pense qu'on sent, et à travers le casting aussi, comment on veut traiter cette thématique. Enfin, moi, à mon échelle, et Delphine, comment elle veut le traiter. Et le rôle, on m'avait proposé la même année que le long, un autre rôle un peu similaire, et j'avais refusé parce que je le trouvais avec très peu d'épaisseur, et du coup je trouvais qu'il suscitait peu d'interrogations, de questionnements, en fait, il questionnait peu dans justement la représentation. Et du coup, le long, quand elle me le propose, c'est un peu vertigineux, mais j'y vois une opportunité de parler plutôt aux hommes, en fait, et de faire une représentation masculine qui soit pas trop cinématographique dans le sens archétypal, et qui soit vraiment un être humain qu'on suit, mais du coup avec tout ce que ça comporte d'inconfort et de questionnement, pour en tout cas la partie masculine peut-être de l'audience, du public. Alors j'ai envie de revenir à la première scène du film, où on voit les personnages filmés de dos. Pourquoi ce parti pris, en fait, de commencer comme ça, de dos? En fait, donc, la première scène, les 15 premières minutes du film que vous avez vu, c'est le court-métrage qui a été réintégré au long. Donc c'est des réflexions et des choix qu'on a fait au moment de la fabrication du court-métrage, de filmer comme ça. C'est venu d'abord de quelque chose d'assez instinctif dans la discussion avec la chef opératrice Juliette Van Dormal, parce que systématiquement, quand on était dans la voiture, c'était le seul endroit où on se sentait juste. Et mon producteur m'avait dit non mais fais quand même des plans de face, etc. Mais moi systématiquement je me disais mais il y a quelque chose, je peux pas aller dans l'effroi du personnage de manière frontale. J'avais envie qu'on soit avec elle dans la voiture, mais qu'il y ait quand même une forme de pudeur en fait par rapport à ce qui est vécu là. Et donc petit à petit ça a créé le langage en fait du court-métrage et du début du long maintenant, qui était en fait les émotions, on va les avoir chez Anna. On va avoir la voix de Ali, mais les émotions sont vécues par l'autre personnage, et cette distance-là nous permet de toucher à ces émotions-là, mais sans faire des fractions, en fait. Comment tu as préparé, en fait, l'écriture du film? Est-ce que tu as collaboré avec des policiers, comment ça s'est passé, en fait? Quand j'ai décidé d'écrire le long, moi, j'ai vraiment repris en me disant, OK, voilà, il s'est passé ça, où est-ce qu'on en est dans l'histoire et qu'est-ce qui se passerait dans la vraie vie? Alors, comme je vis à Bruxelles, c'est à Bruxelles que je suis allée me renseigner. Et j'ai vraiment essayé de suivre toutes les étapes que mes personnages auraient à vivre. Donc, je suis allée en effet rencontrer des policiers, je suis allée rencontrer des médecins qui font les examens médicaux à l'hôpital pour voir de quoi il s'agit, en fait, précisément. Je suis allée rencontrer des avocats, j'ai assisté à des procès, je suis allée rencontrer des call-takers pour Anna. Et c'est des gens que j'ai revus aussi au fur et à mesure de l'écriture, qui ont relu certaines scènes avec moi, qui les ont corrigées pour des questions de vocabulaire, pour des questions de précision. Et ce qui était intéressant, c'est que les magistrats que j'ai rencontrés aussi ont débattu de ce qui se passerait dans la réalité. Et ils n'étaient pas tous d'accord. Après, moi, je me suis basée aussi sur les procès auxquels j'ai assisté, et où c'était un peu systématiquement pour des premières condamnations du sursis. Donc au final, je me suis dit, bon, parce que des fois, il y a aussi quelque chose où les professionnels embellissent un peu la réalité de ce que... Enfin, il y a le cas qu'on espère qu'il soit la réalité, et puis il y a la réalité. Il y a un petit décalage quand même dans ce que j'ai observé. Alors, on sent que tu as fait un travail en profondeur aussi sur les trajectoires des trois personnages. On voit Ali qui, en fait, dans ce statut de victime, de sa difficulté de porter plainte, finalement de se reconnaître victime, et tout en se reconstruisant par ailleurs. Alors, on a évidemment Dari, l'auteur des violences, et puis son rapport à sa culpabilité, enfin, au départ, qui est nul, et qui petit à petit s'éveille. Bon, et puis il y a Anna, la policière, donc elle, dans son rôle de témoin, jusqu'où il doit aller, ce rôle de témoin, avec tout le caractère un peu systémique de ça. Quel travail tu as fait avec tes acteurs et tes actrices pour que chacun monte en puissance comme ça, et dans cette trajectoire-là? Comment tu les as préparés? Et je pense que c'est d'abord un travail d'écriture pour moi. C'est-à-dire que je devais vraiment trouver le lien que j'allais avoir avec chacun de ces personnages-là.
dans le travail que j'ai fait en écriture, j'avais fait le choix aussi de ne pas les juger, même d'Harry, de pas venir avec un jugement à l'endroit où il est lui. En fait, de chercher quelles étaient les questions qui occupent chacun des personnages. Et donc après, ça a été de transmettre ces questions à travers des discussions qu'on a eues. Après, je pense Selma, Guillaume et Verle, quand ils ont lu le scénario, ils avaient déjà eux-mêmes une sensation par rapport à ça. Je sais que par rapport au personnage de Dari, ce qui m'occupait beaucoup pendant l'écriture, c'était son degré de conscience sur ce qu'il agit. Je me demandais, est-ce qu'il voit qu'il a fait quelque chose de problématique? Est-ce qu'il ne le voit pas du tout? Est-ce qu'il le dénie? À quel endroit ça se joue? Ça a été vraiment la plus grosse réflexion que j'ai eue pour ce personnage. Et avec Guillaume, ça a été notre échange aussi de se dire faut qu'on travaille sur un état de confusion, faut qu'on travaille sur un état où le personnage se sent lui-même victime en fait, de plein de choses. Et que cette sensation-là met off sa responsabilité. Enfin, voilà, pour Ali, c'était autre chose. Ali, pour moi, c'est une femme que j'imaginais en fait très puissante, très capable en fait dans sa vie. Il lui arrive cette chose-là, c'était pas du tout prévu, et elle est très préoccupée par sa réparation et en fait peu par la justice et peu par la vengeance et en fait son désir de revenir à la vie la rend indocile et difficile à entendre pour la justice. Et ça m'intéressait beaucoup que Ali ait cette espèce de refus de s'aliéner pour fonctionner avec la procédure judiciaire et être entendu. C'est pas une victime parfaite, quoi. Il y en a pas, hein, mais je trouvais que c'était une représentation que moi j'avais envie de voir, en fait. Et je l'aime beaucoup, ce personnage, et je la trouve courageuse mais difficile à saisir. Et en fait, ça m'intéressait, ça. Et puis pour Anna, c'était un mouvement presque plus fantomatique, en fait. Elle s'est vraiment invitée dans l'écriture. Je pressentais qu'elle devait faire partie de l'histoire, mais au début, je savais pas vraiment pourquoi, parce que c'est la seule qui a le choix, en fait, de faire partie ou non de cette histoire-là. Les deux autres, ils sont dedans. Mais ça a été une enquête, en fait, pour moi, de comprendre, en fait, pourquoi cette femme décide qu'à la fin de l'appel, c'est pas fini pour elle et qu'elle passe au-dessus de son rôle et de l'institution pour jouer un rôle dans la vie de Ali. Ouais, voilà, c'est un peu ça que j'ai exploré avec chacun des trois personnages. Guillaume, toi, comment tu t'es préparé à ça? Est-ce que tu t'es auto-convaincu qu'au départ, comment on fait pour se dire au départ je suis innocent et puis je vais aller petit à petit vers... comment on joue ça? Alors, je ne l'ai pas abordé comme ça. Je crois que ce qui m'attirait dans le projet, c'est que j'avais observé en grandissant, je m'étais construit avec des modèles masculins où je voyais des choses, et je pense que c'est ce qui m'a amené au théâtre même, que j'y voyais quelque chose de dysfonctionnel. Et donc, ce que j'ai travaillé, c'est, en extrapolant ces choses-là, c'est une incapacité à verbaliser ses émotions. Et donc j'ai demandé à la production qui me proposait au début d'avoir des chambres d'hôtel chaque soir où je devais aller, c'est tourné en Belgique, à Bruxelles. Et au lieu d'avoir une chambre d'hôtel, je leur ai demandé de me prendre un studio, et même un peu en amont du tournage. Et je me suis beaucoup isolé. J'ai vu peu de gens parce que je connais moins de gens à Bruxelles. Et j'ai ressassé la backstory qu'on avait mise en place avec Delphine, en faisant monter le sentiment, le ressentiment, le sentiment d'injustice, la colère. Et du coup, j'ai travaillé sur deux choses. Donc son incapacité à verbaliser, à communiquer ce sentiment de mal-être et cette douleur en fait qu'il ressent. Et aussi l'envie, le besoin de se conformer à un modèle masculin, parce qu'il est pompier. Donc, je faisais beaucoup de sport, ce qui augmentait mon sentiment d'injustice, parce que j'avais l'impression de tout faire pour être un homme bien. Enfin, et du coup, dans le film, il y a des moments comme ça où elle lui parle de la voiture de sa grand-mère ou de la carte bleue qui ne marche pas, où on comprend que lui, il est complètement à côté, parce qu'elle pourrait même nouer une complicité supplémentaire avec le personnage s'il prenait ça sur le ton de l'humour. Donc j'avais des clés aussi dans le scénario. Et donc voilà, donc j'ai travaillé sur ces deux axes-là. Quelqu'un qui ne sait pas verbaliser ce qu'il ressent et qui est toujours dans une espèce de représentation de lui-même, et du coup qui est à côté de lui-même, de ce qu'il vit.
Et c'est là où je voyais un personnage masculin qui potentiellement a une petite bombe à retardement si les choses ne vont pas comme il souhaite. Au bout d'un moment, j'y vois le terreau d'une forme de violence, d'une possible violence. Donc c'est comme ça que j'ai travaillé. Delphine, en fait, moi, ce qui m'a frappée dans ton film, c'est aussi à quel point il montre de manière très juste à la fois la profondeur et le côté irradiant, en fait, des conséquences de violence et du viol. Des conséquences à long terme et des conséquences qui vont au-delà de la victime proprement dite. Est-ce que c'était ton intention d'aller vraiment faire ressentir au spectateur, à la spectatrice, cet aspect-là, le côté profond, irradiant, long terme, sur la santé mentale, parce qu'on voit qu'elle est, elle est impactée durablement par ce qui lui est arrivé, quoi. Oui, ça faisait partie des intentions. Ça m'intéressait aussi de regarder comment ça agit sur tout l'entourage, sur les 2e, 3e, 4e lignes. Parce que je trouve que c'est aussi une façon de raconter comment ça concerne tout le monde, en fait, à un niveau plus ou moins proche. Oui, après, en fait, pour moi, ça paraît assez évident de se dire que ça laisse des traces indélébiles chez quelqu'un d'expérimenter ça. Mais je, je constate dans les discussions que c'est toujours pas quelque chose qu'on partage de manière aussi acquise en fait en tant que société. Donc si le cinéma peut permettre de faire l'expérience de quelque chose de pas vécu et de le saisir, eh ben, tant mieux. Tant mieux en effet. En tout cas pour moi c'est pas discutable en fait que ça laisse des traces. Je pense que ce que j'ai essayé de faire aussi, c'est de raconter que ça laisse des traces chez lui aussi, en fait, d'avoir fait ça. En tout cas, ça m'intéressait que la fiction puisse faire exister un personnage qui, à un moment donné, reconnaît et qui, à un moment donné, n'arrive pas à vivre avec ce qu'il a fait. Et c'est des images qui manquent dans la réalité, parfois. Du coup, j'avais envie que ce personnage-là aille jusque-là. Il y a aussi le procédé des flashbacks qui reviennent quand même tout le temps. Est-ce que c'était aussi une volonté de mettre en fait à l'image le concept des amnésies traumatiques dont on parle souvent dans le cas de violences sexuelles, de viols? Non, je ne l'ai pas pensé comme ça. Pour moi, c'était... En fait, ça m'intéressait. Je ne sais pas à quel point c'est perceptible pour les spectateurs et les spectatrices, mais tous les flashbacks qu'on voit au début sont revus par Ali, parce que dans ma tête, je me disais, elle revisite ce qui a mené au désastre, et elle essaye de saisir à quel moment ça a ripé, parce qu'elle elle le comprend pas complètement. Et le dernier flashback est vu par le personnage de Dari, et parce que, en fait, pour moi, Ali, elle n'a pas besoin de revisiter la violence, ça, c'est vécu. Voilà, mais par contre, je trouvais intéressant qu'à un moment donné, ce personnage-là, lui, se mette face, qu'il n'y ait plus de discussion, en fait, et que le cinéma nous donne la possibilité de ne pas être comme des juges dans une cour de justice qui, eux, n'auront jamais accès, en fait, à ce moment-là. Ils cherchent des preuves de tous les côtés, mais ils ne pourront jamais voir ça. Et nous, on peut. Et voilà, ça m'intéresse qu'on circule à peu près librement dans le film, jusqu'à un certain point où on se rejoigne tous, j'espère, sur la vision de ce qui s'est passé, quoi. J'ai lu aussi que tu as beaucoup réfléchi sur la notion de représentation de la violence et de ta volonté justement de ne pas l'érotiser. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ça? Je trouve que ça aurait été vraiment dommage, en tout cas ça m'aurait pesé de faire un film là-dessus en participant à la problématique. Déjà, pour moi c'était une grosse question de ce que j'allais montrer ou non de cette agression. Ça a été quelque chose qui a été discuté en montage continuellement, parce que moi j'ai pas besoin de la voir. Quand je regarde le film, je n'ai pas besoin de voir ça pour savoir que ça a eu lieu. Mais dans la perception, dans les différentes perceptions, ce qu'on ressent, et là on l'a ressenti aussi en projetant le film, en faisant pas mal d'avant-premières en Belgique, parce qu'il est sorti la semaine dernière, c'est qu'en fait on ne partage pas tous le même regard, et chacun avec son vécu projette des choses différentes.
Donc ça me semblait quand même nécessaire à un moment donné de résoudre cette question de manière plus claire et que la violence puisse pas être discutée en fait. Mais j'ai essayé de doser ça, de montrer la bascule et pas plus que ça, et de pas en faire quelque chose qui a l'air amusant en aucun cas ou érotisant ou et je pense pas que ce soit le cas. Non, non, c'est pas le cas, clairement. Alors, on représente généralement en fait les personnes violentes ou les agresseurs comme des inconnus, alors que bien souvent en fait c'est des gens de l'entourage et c'est des personnes que connaissent les victimes en fait. Est-ce que tu dirais justement que la représentation juste du viol et de ses conséquences est une image manquante dans la fiction? Je pense que ça commence à surgir, mais ça a beaucoup de formes différentes en fait. Il y a beaucoup d'histoires et c'est très difficile d'appliquer une image ou une sentence à toutes ces histoires-là. C'est très singulier en fait à chaque fois. Mais en tout cas, je pense que le cinéma a participé à créer une imagerie de l'inconnu dans le parking qui ne représente vraiment qu'une extrême minorité de cas. Ça. Guillaume, donc le personnage de Dari, pour le coup, nous montre que tout le monde peut commettre des actes de violence, même un bon ami ou un bon fils, parce que finalement, on perçoit que c'est pas un mauvais bougre, ce Dari, dans le fond, et indépendamment de l'horreur qu'il va commettre, en fait, finalement. En quoi la complexité de ton personnage était intéressante, justement, en termes de représentation là-dessus? Je pense que je l'aurais pas accepté. Enfin, ça m'aurait pas trop intéressé de jouer un psychopathe parce que j'aurais eu du mal à. J'ai l'impression que le rôle de cinéma, c'est de camper des êtres humains dans tout, donc humains, donc dans tout ce qu'ils ont de complexe et dans tout ce qu'ils peuvent nous renvoyer de nous-mêmes. Enfin, et du coup, ça m'aurait pas intéressé. Là, ce qui m'intéressait justement, c'est que c'était un être humain finalement assez ordinaire et un homme assez ordinaire. Et donc, la question, c'était... Non, c'était en termes t'as l'impression d'avoir contribué à une représentation un peu plus juste, en fait, des, ouais, des auteurs de victimes, quoi. Oui, j'ai l'impression, mais ça rejoint aussi un peu la question de la violence, de la représentation de la violence. On en a parlé lors des projections, des autres projections. C'est que il me semblait aussi important dans la façon dont je voulais représenter à la fois ce personnage et sa violence, que la violence aussi soit insupportable, mais nauséabonde, enfin sale, et qu'on se sente très mal à l'aise. Pourtant, enfin, dans la voiture au début, parce que j'ai l'impression que la violence, si elle doit être représentée au cinéma, elle doit être représentée comme ça, c'est-à-dire comme quelque chose qui suit les gens derrière, qui les hante, dont il est difficile de se remettre. Et beaucoup de représentations de violence dans le cinéma sont plutôt magnifient la violence et sont plutôt à l'inverse. Donc, à la fois dans la représentation du personnage que je voulais le plus ordinaire possible, mais du coup, il a fallu que je trouve cette façon de le structurer, de le faire fonctionner émotionnellement que j'évoquais tout à l'heure, pour qu'il soit un vrai être humain et un être humain qu'on puisse reconnaître. Et à la fois dans la façon d'exprimer sa violence, je voulais que ça soit à la hauteur de ce que j'imagine que ça doit être, quoi. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond. Il se passe 2 ans, en fait, entre les faits et le jugement, le procès, avec une peine qui est relative. Et d'ailleurs, on voit bien que Ali est que partiellement soulagé par ça. Est-ce que tu étais aussi dans une intention de montrer, en fait, les manquements de la justice sur tout ce qui concerne les violences sexistes et sexuelles? Je voulais le questionner en tout cas, je voulais questionner, mais vraiment aussi par rapport à ce que j'ai observé moi, en fait, à ce que j'ai vu comme procès et aux victimes avec lesquelles j'ai pu parler. Je voulais questionner, est-ce que c'est une bonne réponse en fait? Est-ce que c'est un bon chemin et est-ce que c'est une bonne réponse à ce que vit le personnage, à ce qu'on l'a vu traverser? Et en fait, dans ce que ce que j'ai observé, c'est que la justice s'occupe pas beaucoup de la réparation et s'occupe pas beaucoup de la remise en question des auteurs. Elle s'occupe de punir. Donc c'est un endroit différent.
Et moi, ça m'intéressait que ce qui intéresse Ali est en dehors de la justice. Ce qui peut aider est en dehors de la justice. Et le film est construit de telle sorte que c'est une fois que le verdict est tombé et qu'il est tiède, que des choses se dénouent pour chacun, en fait. C'est pas dans le procès que ça a eu lieu. Et dans la vraie histoire dont a inspiré le film, le vrai appel, il y a eu un procès. La jeune femme ne s'y est pas rendue et l'homme a été acquitté. C'était aux États-Unis, donc la loi fonctionne différemment. Ce que j'ai compris en Belgique en allant assister à des procès et tout ça, c'est qu'en fait, c'était très fréquent que les victimes ne soient pas présentes, et notamment parce que leurs avocates ou leurs avocats leur déconseillaient de venir parce que c'est trop violent. Et ça me posait une question énorme de me dire, mais quel est le sens de cette justice où les victimes ne peuvent pas être parce que c'est trop violent pour elles et que c'est un retraumatisme. Enfin, il y a quelque chose... c'est comme si tout était pensé à l'envers, en fait, quelque part. Alors peut-être que c'est... Enfin, on sait que c'est des grosses machines qui mettent du temps à se réinventer, mais il y a quelque chose qui me semblait fou, en fait, qu'à aucun moment on demande à la personne de quoi vous avez besoin, en fait. Qu'est-ce qui répondrait à ce que vous avez vécu ? Voilà. On a commencé sur la première scène de début. Il y a aussi cette scène de fin, le générique en fait, où il y a des plans fixes sur le rangement de l'appartement. Pourquoi Pourquoi En fait, il y a un seul plan, en effet, où elle nettoie la fête et elle remet la table. Bah, j'avais envie de terminer dans le matin quand même, qu'on ait quitté un peu la nuit. Et j'avais cette sensation, en fait, parce que j'avais une phrase en boucle pendant toute la fabrication du film qui était « La vie reprend, toujours, et c'est terrible et c'est génial ». C'est-à-dire que je me disais, en fait, Ali, quand elle rentre de cette nuit d'enfer, bah, la vie reprend, il faut s'occuper de sa fille, et c'est terrible, et en même temps, tant mieux. Et pour moi, la fin du film, c'était la même chose, en fait, c'est-à-dire elles sont ensemble, on va mettre le couvert, on va ranger le bazar et on va manger ensemble et la vie reprend. Mais ça a eu lieu, quoi. Enfin, c'était ce double mouvement-là que j'avais envie de voir en un plan. Alors, je vais poser une toute dernière question avant de vous laisser le micro et que vous puissiez poser vos questions. On le disait en introduction, on est dans un contexte quand même très particulier en France, avec le putatif vraiment éveil du mouvement MeToo, avec les affaires de Pardieu, Jacot, les discours au César sur le sujet et la plainte de Judith Godrèche. Quel lien, et là je vous pose la question à tous les deux, vous faites entre ce film, ce contexte, et je ne sais pas si vous avez envie de réagir un peu globalement sur cette situation. Bah, disons que moi, j'ai suivi toutes les discussions, mais depuis longtemps là-dessus, et je voyais ce film comme mon apport à cette discussion. Peut-être dans l'idée qui contenait une complexité parce qu'il faisait exister toutes les voix et que j'avais la sensation qu'on arrivait peut-être à un moment où c'était possible en fait de se parler des choses comme ça. Je suis assez... en fait, j'ai un sentiment très double par rapport à ce qui se passe. Je trouve ça... En même temps, ça me donne de l'espoir et en même temps, je trouve ça fou par moments les réactions et comment on doit encore se mettre d'accord sur des choses qui, à titre personnel, me paraissent tellement évidentes et qu'on discute encore de la véracité, de ceci. Enfin, j'ai du mal à saisir qu'on ne s'empare pas de manière plus générale et de manière juste humaniste en fait de ces questions-là pour les faire évoluer ensemble et pour rêver à autre chose. J'espère que ça y est. mais voilà, et j'espère si mon film peut participer comme un appui en fait pour certaines discussions sur ce que la justice fait des histoires, ce qu'on rêverait qu'elle fasse, ce serait merveilleux.
Et j'ai l'impression que ça rejoint un petit peu aussi, je voulais finir sur la représentation. J'ai l'impression que plus la représentation elle est humaine et plus elle suscite le questionnement, la remise en question, la prise de conscience éventuellement, non pas du viol nécessairement, mais de ce qui amène à ces situations. Et du coup, peut-être que le film, là où beaucoup de gens, justement, avec des agresseurs qui sortent d'une ruelle ombragée ou avec des agresseurs dont on parle dans les médias, peut-être qu'ils peuvent rester en dehors de cette... ça les interroge pas nécessairement. Alors que si c'est un être humain dans lequel ils se reconnaissent à 99% et que tout d'un coup, dans ces flashbacks, ça dérape et qu'ils se disent mais qu'est-ce qui fait que ça dérape? J'ai l'impression qu'on avance plus que si c'est quelqu'un avec une cicatrice qui lui barre le visage. Et donc voilà. Donc, je pense peut-être que si le film... Enfin moi, ce qui m'a fait vouloir à tout prix faire ce film, c'était j'avais l'impression qu'il suscitait des questionnements. Peut-être pas une prise de conscience qu'on fait partie du problème, mais en tout cas de se questionner, se dire tiens, où est ma place là-dedans en fait? Est-ce que vous avez des questions dans la salle? C'est toujours la première, la plus difficile. Hein. Bon, moi, j'ai d'autres questions. Hein. Le titre du film, il vient d'où? En fait, c'était pas le titre d'écriture. Le titre d'écriture, c'était Le plus vivant possible, que j'aimais bien, mais qui, en montage, m'a semblé long tout à coup et peut-être pas assez direct, ou je sais pas. J'ai commencé à rêver, à chercher autre chose et c'est dans des discussions, tout à coup, Quitter la nuit est apparu et j'ai eu assez vite un sentiment de justesse en fait avec ce titre-là parce que je trouvais qu'il collait au film en général, qui commence dans une nuit, qui termine dans un matin, mais aussi aux trois personnages de manière assez singulière. Ça rebondissait sur chacun d'eux différemment. Je trouvais que pour Ali, il y avait quelque chose de justement qui racontait la réparation, en fait, de sortir de cette nuit-là. Pour le personnage de Dari, il y avait quelque chose de sortir de la violence. Et pour Anna, qui est dans ses nuits répétitives, à écouter des appels, il y avait quelque chose de sortir de ce chemin un peu tout. Et je trouvais ça intéressant, en fait, que ça résonne différemment sur chacun d'eux et sur le film plus généralement. Une question? Oui. Ah. Alors, bravo d'abord pour ce très beau film et bravo pour ce jeu d'acteur effectivement forcément pas évident. Je trouve que c'est assez... Alors j'ai deux questions, une un peu devant la caméra et l'autre derrière la caméra. On se sent oppressé du début à la fin, donc vraiment c'est incroyable d'émotions que vous arrivez à retranscrire. Effectivement, et pour le coup, moi je me questionne, il y a plusieurs choses, hein, mais sur la fin et cette dernière scène et le pourquoi vous avez rajouté cette dernière scène, parce que ça aurait pu se terminer avant, ça aurait pu se terminer d'ailleurs à plusieurs reprises avant en fait, et il y a cette dernière scène qui est à la fois assez incroyable. Ça, c'est une première question. Après, j'ai aussi plein de questions. Il y a ce sentiment qu'on a en tant que femme, honnêtement, avec le regard de la femme, on comprend dès les premières minutes que... Enfin, on ne remet pas en question ce qui s'est passé. Et je me demande si, dans les avant-premières là, que vous avez déjà faites, quels sont les retours que vous avez eus des hommes dans la salle, parce que autant quand on le regarde en tant que femme, on se dit elle est victime, autant est-ce que les hommes ont ce cheminement, et bravo pour tout ce que vous dites, parce que c'est toute la finesse aussi de votre jeu qui se retranscrit là-dedans et la façon dont vous l'expliquez. Et ça, je trouve ça, enfin, franchement, chapeau, parce que toute cette complexité que vous arrivez à montrer à l'écran et dans ce que vous dites, c'est très... c'est assez incroyable. Ça, c'était les questions un peu devant la caméra. Et derrière la caméra, je voulais savoir si vous aviez eu des difficultés à faire ce film.
Est-ce que vous avez été suivi tout de suite? Est-ce que vous avez trouvé qu'il y avait beaucoup de productrices, de coproductrices? Et ça, c'est une grosse question. Est-ce que quand vous l'avez présenté, je suppose, est-ce que votre budget est à la hauteur de vos attentes? Et est-ce que vous avez eu des difficultés à trouver des producteurs et productrices? Et je vais terminer. C'est la dernière. Je vais vous laisser ma place, hein, sinon. C'est quelle vie vous voyez à votre film après. Après, c'est... donc je comprends qu'il tourne au cinéma dans plusieurs pays. Quelle vie vous voyez à votre film après le cinéma? Je dois vous poser une question. Regardez le micro, parce que j'ai juste pour être sûre, ce que vous ne compreniez pas comme fin, ou en tout cas ce que vous vouliez éclaircir, c'est le moment à la porte ou c'est la scène des filles au déjeuner? Non, c'est le moment à la porte. Oui, c'est ça, ok. Ouais. Non, mais c'est ça. C'est clair que pour moi, la fin du film, c'est le moment à la porte. Ouais. C'est ça. Et vous vous demandez pourquoi j'ai ajouté l'autre scène derrière? Non, ah, non. Je me demande pourquoi j'ai mis la porte. Vous n'avez pas terminé avant. Oui, je comprends. Dans la fête des filles. Avant la porte. En fait. Oui, je comprends tout à fait. Parce que vous aviez le procès et ça aurait pu se terminer ça là. Aurait pu. Et ce moment où finalement vous lui rendez une belle humanité, mais en fait, à quelque part, on a envie de dire... presque vous amenez l'attachement des femmes que nous sommes. Et en fait, on n'a pas... Non, je comprends. Ça a été vraiment une question, et en effet, il y a comme plusieurs fins. Mais moi, j'ai été guidée par plusieurs choses. J'ai été guidée par le fait que je trouvais intéressant qu'on suive Dari dans une tentative de rédemption, en tout cas dans un premier pas vers une réflexion, mais que moi, si je me mets à la place d'Ali, je trouve absolument pas la bienvenue du tout, parce qu'il s'invite chez elle sans prendre la peine de vérifier que c'est OK, et il vient lui dire qu'il se sent pas bien et qu'il n'a pas dormi. Donc ça m'intéressait en fait de nous mettre à un endroit où, oui, mais wow, il y a quand même encore une réflexion à mener. Et moi, j'avais envie quand même que cette histoire se termine entre eux trois. Elle a commencé entre eux trois. Ils étaient deux dans la voiture, une hors de la voiture. Elles sont deux dans l'appartement, il est hors de l'appartement. Et on rend à chacun ce qui est à chacun, en fait. C'est-à-dire, pour moi, il n'a pas fait son chemin, il ne peut pas répondre à ces questions. Il est encore au bord de la violence. Alors, ça, on ne peut pas échanger, en fait. Donc, c'est pas acceptable que tu ne saches pas. Et fais ton chemin, en fait. Ça ne se passera pas entre nous, cette chose-là. Mais je trouvais qu'il y avait quelque chose qui, quand même, ne pouvait s'exprimer qu'entre eux, en fait. Il n'y a plus de mensonges, on se regarde dans les yeux, on sait qu'est-ce qui se passe maintenant, en fait. Et en même temps, comme je le disais tout à l'heure, on a très peu d'exemples d'hommes qui reconnaissent quoi que ce soit. Donc en fait, moi, je trouvais que c'était quand même intéressant que cette figure existe en fait à un endroit dans la fiction au moins. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre... Voilà. Ça, c'est pour la première question. Deuxième question, c'était les réactions dans le public. On a fait, et c'est vrai que Guillaume était souvent avec moi, pas mal de tournées autour du film en festival et maintenant en avant-première. Ça dépend vraiment, mais c'est vrai que je dois dire que par moments on est surpris de la perception de certains spectateurs. On a eu des hommes qui nous disent mais c'est quand même pas très clair ce qui s'est passé finalement. Et c'est vrai que pour nous, c'est très surprenant. En tout cas, ça valide qu'il fallait quand même mettre le flashback final parce que sans ça, ça laisse une trop grande place. Déjà là, visiblement, certains arrivent à mettre... Mais après, moi, ce que je trouvais beau dans ces discussions, c'est que ils se sentaient invités à le dire, en tout cas, et que la discussion pouvait avoir lieu et qu'ils pouvaient se rendre compte que le reste de la salle n'avait pas ressenti la même chose qu'eux. Et moi, je regrette qu'il n'y ait plus beaucoup d'espace où on peut se parler, en fait, même si on n'est pas d'accord. Parce qu'au bout d'un moment, peut-être, on entend et on a fait l'expérience et d'autres vous redisent. Et moi, je trouve que c'est beau, en fait.
par moments, pour moi, c'est brutal, mais c'est un espace que je trouve important pour faire avancer cette discussion. La troisième question... oui. En vrai, comme j'avais fait ce court-métrage avant, qui a plutôt bien fonctionné, honnêtement, ça a été plutôt facile, mais je crois aussi parce que le court-métrage, qui sont les 15 premières minutes, sont sur un ton de thriller, qui donnait comme un alibi en fait, pour rentrer, et que je pense surtout au niveau financier, en fait, que certains ont pu être convaincus là-dessus en lisant un petit peu moins attentivement que le film allait prendre une autre direction par la suite. Mais après, moi je travaille avec le même producteur en Belgique qui a suivi tout de suite, et c'est vrai que pour moi ça avait de l'importance qu'on s'entoure de productrices aussi en France, au Québec, et on a aussi des coproducteurs flamands en Belgique. Et j'ai trouvé que chacun amenait autre chose, mais j'ai l'impression que de la même façon que ça a été le cas avec Guillaume, avec toutes les actrices, tous les acteurs, ça a été la même chose avec les productrices, les producteurs. Moi, j'ai besoin quand même de sentir qu'on raconte ce film en étant d'accord de ce qu'on défend tous ensemble. C'est pas possible de travailler, par exemple, pour Guillaume et moi, sur ce personnage en le défendant si on n'est pas un minimum au même endroit de point de vue dans ce qu'on va raconter avec le film. Ça aurait été... c'est pas... Enfin, il y a une inadéquation qui marche pas, en fait, pour moi, là-dedans. Donc, honnêtement, on a eu très peu d'argent en France, je vais le dire quand même, mais très peu. Le film s'est monté en grande partie grâce au Canada, et je pense que c'est pas complètement un hasard non plus en termes de mentalité. Mais pas dans l'équipe de production, c'était plus au guichet de financement que ça a pu être des questions. Et la vie après, en fait, j'avoue que moi, je considère que mon travail est bientôt terminé. Je suis assez heureuse que le film se détache de plus en plus et qu'il appartienne à d'autres. Ce que je rêve, c'est qu'il vous appartienne le plus possible, en fait, et qu'il soit utile à d'autres, comme des tas de films ont été utiles pour moi et m'ont questionné, consolé, porté. Mais j'ai pas d'autre ambition que celle qu'il soit dans le monde et qu'il aille là où les gens ont besoin. Merci. Il commence à se faire tard. C'est le moment des remerciements. Je voudrais remercier le Nouvel Odéon pour l'accueil. Haut et court d'avoir été à l'origine de ce format de discussion. Un grand merci à Lise Perrotet pour le Lab qui fait tant pour préparer ce genre de rencontres. Et puis merci infiniment Delphine, merci beaucoup Guillaume aussi pour la générosité de ce récit et de cette explication. Et merci à vous, évidemment. Merci de votre présence, c'est vraiment chouette de voir une salle pleine comme ça.